Elle ne savait pas qu'une chanson pourrait changer la vie d'un milliardaire épris. La pluie dessinait des mains invisibles sur les pavés de la place des Vosges. Des gouttes lourdes, régulières, qui frappaient le bois froissé de la vieille guitare d'Amélie et glissaient sur les anneaux ternis de ses accords. Le trottoir poudrait d'éclats de lumière réfléchis par les néons. Des parapluies comme des fleurs sombres s'ouvraient et se refermaient. Elle chantait comme on respire, sans y penser d'abord, puis avec toute la détermination de ceux qui n'ont plus rien à perdre que la vérité de leur voix. Amélie Duchamp avait 28 ans et la lente trépidation de quelqu'un qui s'accroche à un rêve depuis trop longtemps. Sa veste, trop fine pour l'hiver, gardait encore la chaleur de la journée. Ses doigts étaient calleux à force d'avoir posé les mêmes accords sur des bancs de métro, des marches d'immeubles et maintenant sur le coin d'une place. Elle chantait ses propres chansons, des histoires de personnes qui s'aiment mal, de villes qui gardent des spectres, d'enfants qui apprennent à faire semblant. Sa partition, Les fantômes de Paris, était écrite sur des pages jaunies que des rubans tenaient comme des promesses. La plupart des passants glissaient sans s'arrêter. Certains la regardaient à peine, service quotidien d'indifférence. Puis, un homme s'est arrêté. Il se tenait sous un porche, son parapluie entrouvert. Alexandre Moreau était grand, enveloppé d'un manteau sombre, chaque centimètre de son allure trahissant une habitude de pouvoir. La posture mesurée, la voix mesurée, le regard qui a vu des salles de conseil et des aéroports. Il portait avec lui une fatigue différente de celle des jeunes artistes. Une fatigue qui avait le goût du manque, qui pesait comme un silence après une fête. Depuis la mort de Céline, sa vie s'était agrandie d'un seul écueil, un vide qui n'acceptait pas d'être nommé. Les gens l'avaient appris, on ne demandait pas. On s'ouvrait des rideaux et on faisait semblant. Il s'approcha d'elle comme on entre dans une pièce connue et oubliée. Ce n'était pas de la pitié qui le faisait demeurer immobile, mais quelque chose de plus rare, la reconnaissance d'une note qui l'atteignait au-delà des défenses qu'il s'était construites. Sa main retira un portefeuille, il compta sans hâte 5 billets de 100 et les posa sur la caisse en bois comme on dépose une offrande. « Prenez ceci, dit-il, sans faux semblant. » Sa voix n'était pas une demande, mais une permission. Amélie eut l'habitude de dons ponctuels, les mains glissant des monnaies dans le chapeau, les sourires qui s'effaçaient quand la chanson s'arrêtait. Là, 500 € était une somme quasi mythique. Elle les regarda, consciente du poids d'une telle générosité. Mais elle les prit sans se laisser fléchir par la culpabilité. Elle fixait l'homme. Ses yeux, clairs et discrets, semblaient porter des années qu'elle ne connaissait pas. « Je vous invite au Moreau Palace, ajouta-t-il, comme si ce lieu était un détail. Demain soir, vous chanterez une chanson, pas pour la foule, pour un cocktail privé. » Il n'offrit pas un contrat, il proposa un moment. Là, dans l'averse, c'était à la fois peu et tout. Amélie sentit l'écho de décisions passées, des choix, des renoncements. Elle aimait chanter, mais elle avait toujours voulu que ses chansons restent les siennes. Elle posa une condition, voix claire malgré le tremblement, elle chanterait ses propres compositions, qu'on la laisse choisir le format et que l'ambiance reste intime. Alexandre hocha la tête. Il était habitué à ce qu'on obtère, à ce que les conditions viennent d'en haut. Ici, la condition venait d'en bas, d'une femme qui tenait son destin comme un fragile instrument. Sa proposition n'était pas une tentative de l'acheter, c'était plutôt l'aveu d'une curiosité qu'aucune somme n'aurait su assouvir. « D'accord, dit-il simplement, intime, vos chansons. » Ce geste allait ressembler à une simple générosité. Ce n'en était pas une. Si cette histoire vous touche, laissez un like. La nuit suivante, Belleville et Moreau-Marais furent séparés non seulement par 30 minutes de métro, mais par deux atmosphères contraires. La première sentait le café brûlé et la colle des pochettes de disques d'occasion, la seconde une nuance de bois poli et de parfums discrets. Amélie accepta l'invitation. Elle accepta aussi, avec prudence, d'entrer dans un monde qu'elle avait jusqu'alors observé comme on regarde un film derrière une vitre. Le rendez-vous se fit par téléphone, puis par échange de cartes. Marie-Claire, l'assistante d'Alexandre, s'assura que tout fut précis. Heure, lieu, conditions techniques. On lui parla d'un piano à queue au fond du salon du Moreau Palace, d'un service discret, d'un public trié sur le volet. Amélie n'aimait pas les formules toutes faites. Elle demanda « Y aura-t-il du public ?» « Quelques proches, des amis, des partenaires », répondit Marie-Claire. La presse n'était pas envisagée, pas encore. On lui proposa un styliste. Le mot fit naître chez elle autant d'appréhension que de curiosité.
Marc, son ancien collègue de rue, la surnommait parfois la bohème qui fait des costumes dans sa tête. Elle n'était pas hostile aux soins, elle voulait seulement que la tenue ne lui vole pas sa voix. Le styliste, un homme au regard pétillant, fit glisser des robes sur son corps comme on présente des notes à une mélodie. Il trouvait des tissus qui laissaient le son respirer, disait-il. Le tissu doit chanter avec elle, lança-t-il, presque poétique. Alexandre ne voulut pas imposer, mais il avait un regard. Il observait la préparation comme un collectionneur devant une pièce rare. Thomas, directeur artistique de l'hôtel, vint voir les répétitions. Thomas connaissait les espaces, l'éclairage qui caresse, le point où la voix est au mieux. Il proposa que le piano reste couvert, que la lumière vienne d'une lampe basse, que personne ne prenne de photos. Alexandre acquiesça. Le matin du concert, Amélie monta dans un taxi au petit jour. La ville avait l'air tendue, comme si elle retenait un souffle. Elle prit ses feuilles, arrangea ses doigts, ne voulut pas répéter plus que de raison. Sur la route, elle pensa à Belleville, sa mère qui gardait un appartement empli de plantes, à ses amis du marché qui lui offraient des croissants tièdes les matins de disette, à Marc qui la taquinait sans méchanceté. Elle pensa à sa manière de chanter, à la nécessité de garder la vérité dans le timbre. Alexandre, lui, se tenait dans un bureau qui regardait la scène. La vie de haut dirigeant l'avait habitué à l'observation constante, chiffres, images, présence. Mais ce soir-là, quelque chose d'autre prenait place. Il se demandait en silence s'il avait le droit d'être touché par une chanson. Céline vivait toujours dans ses gestes, dans un cintre dont l'odeur persistait. Il n'avait pas encore lu la lettre qu'elle lui avait laissée. Elle l'avait laissée tomber, pour plus tard, comme si plus tard pouvait être une date. Il avait l'intention de la lire, un jour où la mer serait plus calme. Puis il pensa à la voix d'Amélie, à ce frisson qu'il avait traversé sous la pluie, et il sut que la lecture de cette lettre attendrait. Sur la scène du Moreau Palace, la lumière était douce. Le salon ne ressemblait en rien à la salle de concert des grandes maisons. Pas de chichi, pas d'estrade imposante, une proximité qui laissait les instruments respirer. Les invités, quelques couples, quelques amis d'affaires, furent accueillis par le murmure d'un service discret. Sophie, la belle-sœur de Céline et une amie intime de la famille, était là. Elle connaissait Alexandre depuis des années. Elle avait une sagesse forte mais non jugeante. Elle observait Amélie d'un œil curieux, se demandant si la voix serait à la hauteur des promesses. Amélie entra sans phare. Elle avait choisi une robe simple, couleur de pluie, qui suivait le mouvement et ne cherchait pas à capter la lumière. Elle prit place au coin du piano. On entendit d'abord le tissu qui murmure contre la chaise, le froissement d'une page. Puis la première note s'échappa, fragile comme un premier pas. La salle s'est tue, comme si on avait tiré un rideau. Les vers se figèrent, les conversations se retirèrent. Il y eut pendant quelques secondes l'impression que les murs retiennent leur souffle. La voix remplit cet espace réduit et pourtant s'ouvrit comme une fenêtre sur des rues plus grandes. Alexandre la regardait, appuyé contre le rebord d'une fenêtre, les mains croisées. Il sentit quelque chose se défaire et se remettre en place en lui, comme si un accord mal accordé revenait à son diapason. Il ne chercha pas à analyser l'effet, il se permit d'être touché. Ce dîner fut une suite de petits détours vers des confessions qui, ensemble, formaient un chemin, l'unique fil qui conduirait plus tard à ce qu'on appela la complicité. La complicité naissait dans des gestes simples, la manière dont Alexandre se déplaçait quand il essayait d'être léger, toujours un peu gauche dans l'absence d'habitude d'être sans armure, la façon dont Amélie refermait une main sur une cuillère comme si elle gardait un secret, la façon dont Mathilde observait, cherchant parfois à protéger son père d'une possible blessure. Le lendemain, ils répétèrent dans une salle plus petite, au Moreau-Marais, un salon privé, où la lumière venait d'une fenêtre qui donnait sur un patio intérieur. Ils travaillèrent les tempos, les entrées, le contact micro-public. Entre deux prises, Alexandre resta un moment à la fenêtre, regardant la pluie marquer les vitres. On voyait parfois, sous l'apparente maîtrise, les pulsations d'une douleur encore vive, des nuits sans sommeil, des réveils où la chambre à moitié vide criait. Amélie ne savait pas comment parler de tout cela. Parfois, elle chantait comme si elle parlait à ses absences, parfois elle regardait Alexandre sans savoir si l'homme qui l'écoutait était prêt à accueillir ce qu'elle portait. Pendant les répétitions, Marc vint la voir. Il était de ses anciens compagnons de rue qui sont aussi les juges des changements. « Tu te vendrais, Amélie » demanda-t-il, moitié colère, moitié peur. Elle répondit par un rire sec. « Je ne vends rien, je chante. »
Marc secoua la tête, inquiet pour son ami, pour la liberté qui parfois s'effrite entre le contact du succès et l'odeur du luxe. La remarque fut l'une des premières pierres du chemin rocailleux à Lonir. La musique, cependant, continuait de faire son travail. Elle rapprochait, elle découpait les moments en mesure, elle offrait des respirations où l'on pouvait se dire des vérités sans les nommer. Alexandre, dans ces jours, commença à retrouver un sens du temps qui n'était plus gouverné uniquement par obligation et rendez-vous. Il écoutait les paroles d'Amélie comme si son cerveau cherchait la clé d'une porte qu'il croyait clos. Il se surprit parfois à sourire sans cause apparente. Il avait des rechutes, des journées où l'air lui pesait, mais ces moments de grâce se prolongèrent. La semaine suivante, d'autres petites occasions virent s'ajouter. Une répétition au studio de Belleville où Amélie avait l'habitude d'enregistrer ses démos, une rencontre avec Thomas pour ajuster les éclairages du Moro Palace, une conversation entre Amélie et Marie-Claire sur la manière de préserver l'intimité des concerts. Marie-Claire, attentive et pratique, comprenait l'enjeu. Ce n'était pas seulement une question d'image, mais de responsabilité. Elle avait travaillé longtemps avec Alexandre, elle voyait en Amélie une fraîcheur qui pouvait être mal comprise, déformée par la machine médiatique. « Nous contrôlons la forme, dit-elle, tu contrôles la voix. » Mais contrôler n'est jamais tout à fait possible. La ville, comme toujours, était imprévisible. À la sortie d'une répétition, un photographe, un de ces hommes qui circulent entre vitrines et coulisses, captura une image d'Amélie, souriante, sortant du taxi aux côtés d'Alexandre. La photo n'eut pas immédiatement de conséquences. Elle glissa d'un téléphone à un autre, elle s'attacha à des fils numériques qui, plus tard, sauraient se nouer autour d'une histoire. Il y eut aussi des gestes plus discrets. Un enregistrement de la voix d'Amélie fait par Thomas, où on entendait au fond un faible bruit de pluie. Un message vocal que Mathilde envoya à sa mère imaginaire, un petit mot que Sophie confia à Alexandre, un rappel pour être prudent. La musique tenait la place centrale, elle était le cœur battant de tout. Entre deux sessions, Amélie écrivait encore. Elle griffonnait des phrases, corrigeait des accords, laissait une ligne intacte jusqu'à ce qu'elle sonne vraie. Sa partition, Les fantômes de Paris, portait en elle la mémoire de toutes les rues qu'elle avait parcourues. Elle refusait qu'on la transforme en une marchandise lustrée. Et pourtant, elle aimait que sa voix atteigne. Elle aimait voir des visages apaisés. Elle aimait la soudaine vérité qu'on lui tendait. Qu'un homme qui avait perdu tant puisse se laisser toucher à nouveau, non pour lui rendre ce qu'il avait perdu, mais pour apprendre à bâtir autre chose. Un soir, après une série de petites prestations, Alexandre reçut une invitation du conseil d'administration. Il devait présenter un rapport, défendre une stratégie. Les affaires reprirent leur place. Il plaisanta avec Marie-Claire, demanda des détails, et se rendit compte qu'il tenait un fil capable de rompre entre ces deux mondes. Une partie de lui voulait séparer les choses, garder la musique en dehors du bruit des marchés financiers. Une autre partie réalisait que ses affaires étaient justement ce qui pouvait offrir à Amélie une scène où sa voix résonnerait plus loin. Le dilemme n'était pas financier, il était moral, sentimental, existentiel. La tension monta progressivement, invisible. C'était un murmure qui s'insinuait dans les conversations, un doute qui prenait la forme d'une question banale. Et la presse? Les réponses restaient prudentes. Alexandre promit de garder les choses personnelles. Il n'aimait pas l'idée d'exposer la fragilité de Céline, ou sa propre inadaptation à la vie après le deuil. Il se fixa la règle d'or de vrai partage, la transparence sans l'exhibition. Le soir du deuxième concert, au Moro Marais, il y eut une évidente différence. Ce lieu était désormais plus familier. Les habitués de l'hôtel étaient curieux, quelques personnes du milieu artistique avaient été invitées. Les applaudissements furent plus assurés, mais aussi plus mesurés. Amélie sentit la pression d'un autre regard, celui d'une salle qui a attendu, qui cherche la nouveauté. Elle choisit alors d'ouvrir les chansons comme on ouvre une lettre, doucement, puis plus franchement, sans jamais trahir leur intention première. Alexandre était toujours là, présent mais discret. Mathilde était installée plus loin, regardant la scène comme on regarde un jardin qu'on n'a pas encore apprivoisé. À la fin du concert, une poignée de personnes vinrent la féliciter. Parmi eux, une voix laissa échapper une remarque calculée. « Vous avez une belle histoire à vendre ». C'était un commentaire léger, peut-être un compliment déguisé, mais il résonna étrangement. Amélie sourit sans répondre, elle sentait l'ombre d'une réduction possible. Son art réduit à un argument publicitaire. Ces petites piqûres finirent par compter. L'oreille de la ville est faite d'écoute hâtive.
Les mots pris isolement peuvent, parfois, constituer un tissu capable d'étouffer les meilleures intentions. Après l'un des concerts, alors que la pluie recommençait à marteler les vitres du salon, Alexandre reçut une notification. Il leva les yeux, le visage presque figé. Il lut quelques lignes, puis en relut d'autres. C'était une photo, celle où Amélie sortait du taxi à ses côtés, déjà glissée dans un fil numérique sans contexte. Il sentit, sans savoir comment, le temps se refermer sur une hypothèse, celle qui transformait une rencontre en une histoire prête à être consommée. Amélie ne sut pas tout de suite ce qu'il y avait sur l'écran du téléphone d'Alexandre. Elle sentit seulement le froid que provoque la conscience d'être observée. Il posa le portable, posa la main sur la table, comme pour se rappeler qu'il y avait des gens autour. Il partagea mollement « On dirait que les gens commencent à parler ». Sa voix était basse, dépourvue d'éclat. Le mot « parler » ramenait n'importe quelle suite possible. Curiosité, admiration, soupçon. Mathilde pinça les lèvres. Sophie laissa filer un souffle comme si elle pesait des stratégies. Marie-Claire nota quelque chose, déjà en train de penser aux réponses à donner. La musique restait le refuge. Mais même le refuge n'était pas hermétique au vent du dehors. Quelque chose d'infime avait commencé, un grain dans la machine publique. Il suffisait d'un souffle pour qu'il devienne tempête. Amélie prit sa partition, la glissa dans son sac et se releva. Elle sentait la fatigue comme on sent une corde sous tension. Alexandre l'accompagna dehors. La pluie avait diminué, elle laissait derrière elle un parfum de goudron et de fleurs écrasées. Ils marchèrent côte à côte, en silence. Et ce silence, pour la première fois depuis la place des Vosges, ne ressemblait pas à un vide. Il portait plutôt la possibilité d'une phrase à écrire, d'une suite à inventer. Dans la poche intérieure de son manteau, Alexandre tenait encore la carte pliée qu'il avait glissée à Amélie la première nuit. Son nom, son téléphone, la promesse muette d'une autre rencontre. Il n'imaginait pas, à ce moment-là, l'ampleur que prendraient ces quelques traits d'encre. Elle ne sut d'abord comment accueillir cet inconnu qui semblait menacer un rituel intime entre elle et la mémoire de sa mère. À chaque article, à chaque commentaire, la distance entre elles s'élargissait. La première confrontation ouverte survint chez Moreau Palace, dans une salle aux boiseries graves. Le conseil s'était réuni, non pour des exercices comptables, mais pour parler d'une menace possible, l'opinion publique. Alexandre entra, le visage fermé, portant la fatigue qui se lit sur ceux qui tiennent un rôle au monde. Il écouta les avis, il répondit peu. « Je n'ai pas sollicité une polémique, dit-il, la voix calme. J'ai invité une artiste parce que j'ai été touché par sa voix. Certains considéraient cela comme insuffisant, d'autres respectèrent la simplicité de sa réponse. Mais la machine médiatique n'attend pas les décisions internes. Un journaliste d'un tabloïd souleva une question. Et Céline, comment la mémoire de sa femme serait-elle protégée? Comment concilier ce nouveau lien et le souvenir toujours vif? Le geste tourna en interrogation publique. Alexandre sentit la culpabilité se raviver comme une vieille blessure. Il avait, depuis longtemps, mis la lettre de Céline dans un tiroir, non pas par oubli, mais par peur. La lettre, laissée entre deux pages, lui servait de promesse qu'il repoussait. Un jour, pensait-il, je la lirai. Les jours, cependant, avaient leur propre ténacité. La pression monta. Marie-Claire conseilla une pause. Moins de concerts, moins d'apparitions, une stratégie pour laisser retomber la poussière. Amélie et Alexandre tinrent une conversation franche dans un petit bureau au Moreau-Marais, où la lumière filtrait à travers des rideaux lourds. « Nous pouvons contrôler peu de choses, admit Alexandre, mais je peux décider de protéger ce qui est fragile. » Amélie regarda le visage qui avait arrêté la pluie ce soir-là et comprit qu'il offrait quelque chose d'autre qu'un geste philanthropique. Il proposait d'assumer, autant que possible, les conséquences de leur entente. Elle accepta la pause, non comme une capitulation, mais comme un choix pour se préserver et préserver les siens. La décision apaisa temporairement les tensions, mais la vie ne se tient pas longtemps en dehors des imprévus. Une émission télé fit une chronique sur les nouvelles romances de la capitale. Une image recadrée prit un sens que ni Alexandre ni Amélie n'avaient voulu lui donner. Au même moment, Mathilde fit ce que beaucoup font dans les familles. Elle confia sa colère à la seule personne qui, en apparence, semblait capable de comprendre, Sophie. Elles allèrent boire un café dans un coin tranquille, et Mathilde parla sans filtre. La peur de voir la mémoire de sa mère diluée, la crainte que son père ne cherche à substituer une autre présence à ce qu'il avait perdu. Sophie, posant sa tasse, écouta puis répondit doucement. Céline n'était pas un jalon à défendre contre la vie, elle était quelqu'un qu'on aimait. Permettre à ton père d'aimer encore ne l'efface pas.
Mais Sophie ne confondit pas l'encouragement et la naïveté. Elle prévint que la guérison est longue, qu'elle ne demande pas de preuves publiques, mais de gestes sincères. Dans ce climat, survinrent des critiques plus aigres. Certains artistes de rue accusaient Alexandre d'acheter une image, d'autres craignirent qu'Amélie perde son ancrage. Marc ne se montra pas tendre. Les appuis viennent et s'en vont, lança-t-il une nuit, tandis qu'il marchait sous des lampadaires tremblants. Amélie, irritée par la méfiance de son ancien compagnon, répondit simplement. « Je crains ce qui m'éloigne de moi-même, mais je ne peux pas renoncer à une main tendue sous la pluie. » C'est dans ce bruit, entre gens qui parlent et voix qui s'élèvent, qu'Alexandre, la nuit où la pression devint presque tangible, décida d'ouvrir la lettre. Il monta dans son appartement, un lieu encore marqué par des traces de Céline, une tasse tachée, un foulard plissé, un livre annoté à la marge. Il prit la lettre comme on prend un fragile manuscrit. Il s'assit près de la fenêtre, regarda les lumières loin en bas et choisit un moment pour ne plus repousser la parole de celle qui avait partagé sa vie. La lettre n'était pas longue. L'écriture de Céline ondulait, précise dans son élan. Elle parlait de leurs habitudes, de leurs petites joies, de ces instants où la vie se lançait comme un duo plutôt qu'une solitude. Puis, au milieu d'un paragraphe où elle évoquait une promenade sous les marronniers, elle écrivit quelque chose qui ressembla à un accord donné. « Si un jour tu retrouves quelqu'un qui te fait entendre des choses que je ne peux plus te murmurer, laisse-toi aller. Je voudrais que tu sois aimé, et que l'amour ne soit pas prisonnier de ma mémoire. Aime si tu peux. Et si tu as peur, prends ma permission avec toi. » La lettre continuait, avec des images de musique et de lumière. « La vie est faite de mesures. Nous avons joué notre mouvement. Si un autre mouvement vient, écoute-le. » En lisant ces lignes, Alexandre sentit un tremblement qui n'avait rien à voir avec la faiblesse. C'était une libération lente. Céline lui avait donné, dans sa sagesse, une clé qu'il n'avait pas su réclamer. Il pleura, non pour une disparition, mais pour une autorisation qu'il s'était refusée. La lettre ne prescrivait rien, elle offrait une possibilité, une bénédiction muette. Alexandre la relut plusieurs fois, comme on reprend une partition pour en retrouver le tempo. Chaque phrase allégeait un peu plus le poids qu'il portait. La lecture de la lettre ne résolut pas tout. Elle fut cependant le catalyseur d'une honnêteté nouvelle. Alexandre comprit qu'il devait désormais être clair avec Mathilde, non par calcul, mais par respect. Il alla chez elle, frappa à la porte, et la conversation qui suivit fut loin des grandes déclarations. Ils parlèrent d'abord de souvenirs. Mathilde évoqua des détails de la maison, des petites superstitions de sa mère. Alexandre partagea des anecdotes maladroites et tendres. Puis il posa la lettre sur la table, la lui tendit en silence. « Je l'ai lue, dit-il doucement. Elle me demandait d'accepter la vie. J'essaie d'obéir aujourd'hui. » Mathilde lut, ses doigts serrant le papier. Les larmes vinrent, communes et honnêtes. Elle lui dit sa peur, puis sa reconnaissance quand elle comprit que ce geste n'était pas une trahison, mais une façon de réinventer un lien sans effacer l'ancien. Ce fut un pas prudent vers la réconciliation, ni effacement, ni remplacement, mais coexistence. Avec Mathilde, l'aveu fut rude, puis libérateur. Ils parlèrent longuement, non pour résoudre tous les malaises, mais pour poser des règles communes. Protéger la mémoire, respecter les temps de chacun, ne pas forcer l'autre dans des évidences publiques. Alexandre comprit que sa responsabilité allait au-delà de ses sentiments. Il devait aussi accompagner, pas brusquer, la reconstruction familiale. De leur côté, Amélie et Alexandre, après la pause, se retrouvèrent dans le studio de Belleville. L'atmosphère y avait la familiarité des murs enduits de peinture, le piano portait la patine des heures. Ils s'assirent face à face, non pour une prestation, mais pour partager ce qui se passait dans leur tête. Amélie parla de sa peur d'être réduite. Alexandre parla de sa culpabilité. Ils décidèrent, ensemble, de s'ouvrir seulement à ceux qui avaient une place réelle, Sophie, Marie-Claire, Thomas. La confiance se bâtit, fragment par fragment. Malgré ces précautions, la vie publique poursuivit son mouvement. Des articles surgirent, comme toujours, à l'occasion d'un concert ou d'une sortie. Certains étaient amicaux, d'autres plus durs. Un journaliste accusa Alexandre d'utiliser ses ressources pour maquiller sa solitude. Alexandre répondit alors d'une voix mesurée mais ferme, lors d'une réunion avec certains directeurs, « Ce que vous voyez, ce n'est pas une stratégie de communication, c'est un humain qui a été touché par une musique. Nous devons faire la part des choses entre l'intérêt public de l'entreprise et la vie privée.
La phrase eut une portée inattendue. Pour certains, elle fut rassurante, pour d'autres, elle parut insuffisante. Mais elle posa une borne. Il n'était pas prêt à transformer l'intime en spectacle. Entre-temps, la musique d'Amélie poursuivait son travail discret. Elle composa, écrivit de nouvelles lignes, traça des partitions qui parlaient des jours après la pluie. Les concerts restèrent intimistes, les chansons, elles, trouvèrent des oreilles nouvelles. Le succès, quand il vint, fut graduel. On lui proposa un contrat de label, non pour la métamorphoser un produit, mais pour produire les chansons dans le respect de son art. Ce fut un pas prudent vers la réconciliation. Ni effacement, ni remplacement, mais coexistence. Elle prit le temps de négocier. Des clauses de protection artistique, la garantie de rester maîtresse de son répertoire, le refus de toute mise en scène contraire à son essence. Alexandre appuya ses choix. Sa présence, à ce moment, n'était pas un achat, mais un soutien. Cela changea la nature du regard posé sur leur histoire. Le point de rupture arriva, paradoxalement, non à cause d'une attaque extérieure, mais d'une bataille intérieure. Un soir où la fatigue accumulée se mua en crispation, Mathilde exprima sa douleur la plus brute. « Je crains encore, dit-elle. J'ai peur que tu me laisses derrière, que je devienne un chapitre clos. » Alexandre écouta et comprit que la guérison nécessitait plus de preuves, non conjugales, mais de présence. Il décida alors de faire un geste qui frappa par sa simplicité. Il diminua ses obligations publiques durant une période, délégua certaines responsabilités pour se rendre disponible, non pour effacer sa douleur, mais pour construire une relation durable avec ceux qu'il aimait. Ce n'était ni un sacrifice spectaculaire, ni un renoncement professionnel définitif. C'était un choix pesé, à la fois personnel et familial. Les mois suivants furent un tissage patient. Il y eut des jours lumineux, d'autres plus ternes. Alexandre eut des rechutes, un parfum qui le renvoyait à Céline, une date anniversaire qui le laissa sans voix, une photo prise à l'improviste. Amélie connut son lot de doutes aussi, la peur d'être instrumentalisée, l'angoisse de perdre son identité. Ils eurent des conversations longues, parfois interrompies par des silences, parfois par des rires. Chaque petit geste comptait. Un appel le soir, une présence à un rendez-vous chez le médecin, un mot laissé sur un drap. La ville, témoin discret, proposa des scènes où leur histoire se fit moins d'exposition que de quotidien. Ils prirent l'habitude d'arpenter des marchés tôt le matin, d'acheter des fleurs communes, d'écouter des disques sur une chaîne qui crachotait parfois. Amélie enseigna à Alexandre des chansons qu'elle avait écrites pour des gens anonymes. Alexandre lui parla de son père, de la façon dont on se tient quand la vie exige du courage. Mathilde vint, peu à peu, moins sur la défensive, plus curieuse. Elle participa à une répétition, posa une main sur une table, sentit la musique faire le reste. Les concerts intimes reprirent, mais cette fois avec une autre profondeur. Un soir, au Moreau-Marais, sous la lueur d'une lampe basse, Amélie chanta une nouvelle pièce, une chanson douce appelée Céline Rose, qu'elle n'avait pas annoncée. Les premières mesures glissèrent comme une confidence. Dans le petit public, des visages se firent plus attentifs. Alexandre sentit que la litanie du passé et du présent pouvait se conjuguer. Quand la dernière note s'éteignit, personne ne fit un grand geste. L'applaudissement partit, sincère et retenu. Mathilde laissa tomber une larme, non de rage cette fois, mais d'acceptation. La ville, témoin discret, proposa des scènes où leur histoire se fit moins d'exposition que de quotidien. Ils prirent l'habitude d'arpenter des marchés tôt le matin, d'acheter des fleurs communes, d'écouter des disques sur une chaîne qui crachotait parfois. Amélie enseigna à Alexandre des chansons qu'elle avait écrites pour des gens anonymes. Alexandre lui parla de son père, de la façon dont on se tient quand la vie exige du courage. Mathilde vint, peu à peu, moins sur la défensive, plus curieuse. Elle participa à une répétition, posa une main sur une table, sentit la musique faire le reste. Les concerts intimes reprirent, mais cette fois avec une autre profondeur. Un soir, au Moreau-Marais, sous la lueur d'une lampe basse, Amélie chanta une nouvelle pièce, une chanson douce appelée Céline Rose qu'elle n'avait pas annoncée. Les premières mesures glissèrent comme une confidence. Dans le petit public, des visages se firent plus attentifs. Alexandre sentit que la litanie du passé et du présent pouvait se conjuguer. Quand la dernière note s'éteignit, personne ne fit un grand geste. L'applaudissement partit, sincère et retenu. Mathilde laissa tomber une larme, non de rage cette fois, mais d'acceptation. La rumeur d'une chanson dédiée, que certains crurent être une offrande, circula. Certains comprirent, d'autres simplifièrent encore.
Mais dans la salle ce soir-là, au-delà des mots, quelque chose d'essentiel se joua. La permission octroyée par la lettre de Céline se fit présent. Alexandre, après le concert, prit la main d'Amélie et lui dit « Ce que tu as fait ce soir, c'est donner une voix aux choses qu'on ne sait pas dire. » Elle répondit, les yeux embués « Tu m'as offert de la sécurité, mais je n'ai pas oublié qui je suis. » Vint alors un moment que l'on peut appeler basculement, non pas spectaculaire, mais décidant. Alexandre, en privé, fit une proposition claire. Il souhaitait, sans bruit, s'engager. Pas pour calmer la presse, pas pour réécrire des histoires, mais pour construire un avenir. Il demanda à Amélie si elle accepterait de partager sa vie, à sa façon, une promesse discrète, un engagement à protéger la musique et la famille. Il ne demanda pas la reddition totale d'une artiste, il proposa une alliance respectueuse. Amélie, qui avait toujours posé ses conditions, hésita. Elle mesura les implications. Finalement, elle dit oui. Non parce que la proposition venait d'un prénom célèbre, mais parce qu'elle avait vu dans les gestes d'Alexandre la constance d'un homme qui essayait de réparer sans effacer. La déclaration se fit autrement qu'on l'aurait imaginé. Pas un spectacle, mais une conversation prolongée sur le balcon de l'appartement d'Alexandre, où la scène brillait comme un ruban. Ils parlèrent de peur, de limites, de désir d'enfant peut-être, de la nécessité d'un quotidien où la musique serait encore présente. Ils firent des promesses qu'ils savaient fragiles, mais sincères. Dans la poche d'Alexandre, il y avait toujours la petite carte bleue où s'écrivaient les coordonnées. Dans le sac d'Amélie, la partition jaunie. Ils échangèrent des objets symboliques, comme on scelle un pacte sans fanfare. Mais la vie ne se laisse pas toujours commander par les seules décisions du cœur. Peu après, une chronique malveillante chercha à faire de leur relation une manœuvre. Cette nouvelle attaque fit remonter des vieux démons dans la presse qui demandaient des preuves. Alexandre décida alors de changer de posture. Il organisa une réunion ouverte, pas pour faire une annonce tapageuse, mais pour affirmer une ligne de conduite. Il parla devant des journalistes, non pas pour exhiber son intimité, mais pour demander du respect pour la vie privée. Il déclara que certains aspects de sa vie resteraient protégés parce que la dignité n'était pas une marchandise. Ce fut un geste de défense, non d'attaque. Et cette fois, la réaction publique fut plus nuancée. Nombreux furent ceux qui saluèrent la retenue. Le mariage vint plus tard, presque sans que la ville n'ait le temps d'en faire un plat. Il se tint dans un petit hôtel particulier, avec une centaine d'invités triés. Sophie, Marie-Claire, Thomas, Marc, quelques amis de Belleville, des personnes du monde d'Alexandre qui avaient appris à être discrètes. Mathilde, après des semaines de discussion, accepta d'assister. Son regard était moins dur. La cérémonie fut simple. Quelques mots prononcés par un proche, des chansons d'Amélie jouées sans micro, un voile de modestie charmant. Alexandre et Amélie échangèrent leurs vœux d'une voix qui trembla parfois, mais resta vraie. Céline fut évoquée par Sophie, non comme une absence blessante, mais comme une présence aimante qui avait enseigné à tout le monde comment aimer. À la fin, lorsque les verres tinrent un toast, il n'y eut aucun éclat de luxe, seulement des sourires, des larmes et la musique, toujours comme ciment. La naissance de leur fille, quelques mois après, fut un nouveau chapitre d'usure et de construction. Ils choisirent de l'appeler Céline Rose, un double hommage doux amer. Céline, pour la mémoire qui les avait formés, Rose, pour la tendresse et la couleur d'une vie nouvelle. La maternité d'Amélie et la paternité d'Alexandre se construisirent sur des nuits courtes, des couches, des chansons fredonnées à la lueur d'une veilleuse. La petite, au fond, porta comme un écho la cohabitation des temps, un nom qui venait du passé, un corps qui appartenait au présent. Les jours après la naissance oscillèrent entre épuisement et émerveillement. Alexandre apprit à changer une couche avec la même application qu'il mettait autrefois à lire un bilan. Il devint capable, au milieu de la nuit, de chanter une berceuse que lui murmura un soir Amélie. Mathilde trouva dans la petite fille un lien qu'elle accepta sans arrière-pensée. La présence de son père était plus attentive, plus disponible, et elle admit, petit à petit, que le bonheur pouvait se déployer sans effacer la mémoire. La musique continua d'être la trame. Amélie composa une berceuse qui parlait de rivières et de lampadaires. La chanter devint pour elle un rituel quotidien. Elle garda aussi sa carrière, album, petite tournée, studio. Alexandre prit soin de préserver l'équilibre. Il n'étala pas leur bonheur, il ne chercha pas à capitaliser sur l'intime. Lorsqu'il parlait en public, il évoquait parfois la musique comme un remède, mot qu'il n'aimait pas trop, mais il préférait dire que la musique était une aide, une ouverture. Avec le temps, la ville s'apprivoisa à leur histoire. Les images se firent moins simples, la curiosité se mua en une reconnaissance qui ne cherchait plus à tout expliquer.
Marc, avec son franc-parler habituel, devint même un allié discret. Il recommandait la musique d'Amélie à ses propres amis, parfois à la fin d'une phrase grincheuse. Elle nous sauve, à sa manière. Sophie continua d'être la boussole sage. Marie-Claire, l'exécutrice prudente qui savait construire des écrans quand il le fallait. Thomas ajusta lumières et pianos pour que les concerts d'Amélie soient toujours des moments intimes malgré l'augmentation d'audience. Le temps, ce maître lent, fit son œuvre de consolidation. Alexandre, appris aux gestes quotidiens, sut que la guérison n'était pas linéaire. Il y eut des anniversaires difficiles, des jours où la chambre vide semblait un gouffre. Il y eut aussi des surprises, des éclats de rire partagés, des moments où la présence d'Amélie devenait un appui solide. Leur relation, à force d'honnêteté, se transforma en une composition où chaque instrument trouvait sa place. Le dernier acte, presque une boucle, arriva un matin de printemps. Amélie revint chanter, non dans un salon cossu, mais là où tout avait commencé, la place des Vosges. Les pavés luisaient encore d'humidité d'une pluie récente. Elle n'avait pas prévu un grand retour médiatique. Elle voulut reprendre la mesure des choses. Alexandre l'accompagna, la main souvent dans la sienne, la poussette discrète à côté. Les passants reconnurent la voix, se remirent à l'écouter, certains sourirent en comprenant. La petite Céline Rose, emmitouflée, s'endormit, bercée par cette voix qu'elle n'entendrait dans la mémoire que sous forme de mélodie. Amélie posa la guitare avec la pudeur de ceux qui savent que la musique est d'abord un don, pas une conquête. Elle chanta une chanson nouvelle, douce comme un matin après la tempête, une pièce où il était question de promenade, d'encre et de départ. Les mots glissèrent, lamés d'émotion. « Je chante pour ceux qui apprennent à vivre encore ». Alexandre, à quelques pas, sentit la même note qu'il avait arrêtée sous la pluie des mois auparavant, une résurgence. Mais cette fois, la vibration n'était plus seule, elle était multiple, tissée d'un enfant qui respirait en elle et d'une fille qui redevenait compagne de ses jours. Les passants, qui jadis n'avaient fait que traverser, s'arrêtèrent. Certains sortirent leur téléphone, d'autres, simplement, se mirent à l'écouter, comme si l'on ouvrait une fenêtre sur quelque chose qui les concernait tous. La chanson, dans sa simplicité, fit ce qu'elle avait toujours su faire, rappeler que la vie est faite de petits gestes, de gestes qui sauvent, de mains qui se tendent. Un homme posa sa main sur l'épaule d'un autre, une jeune femme entr'ouvrit un parapluie pour le bébé qui dormait, un vieux, appuyé sur sa canne, hocha la tête en silence. Lorsqu'Amélie conclut, il y eut un silence long et doux, comme la dernière mesure d'une pièce bien accordée. Alexandre s'approcha, posa ses doigts sur la caisse de la guitare et murmura à son oreille quelques mots que le vent emporta. « Tu as changé ma vie ». Elle le regarda, sans effusion superflue, et répondit « Tu m'as appris que l'on peut tenir un amour sans l'écraser ». La boucle était refermée autrement qu'on ne l'aurait imaginé. La chanson n'avait pas été une baguette magique, elle n'avait ni effacé le deuil, ni donné une solution toute faite. Mais elle avait offert une ouverture, un chemin pour qu'un homme endeuillé retrouve le goût d'être touché, pour qu'une artiste garde sa voix en dépit des regards, pour qu'une famille se réorganise sans renier la mémoire. Elle avait créé des possibles, et les possibles, quand on les habite patiemment, deviennent parfois un foyer. La ville, témoin de ses pas, continua de respirer. Des taxis, des cafés, des rires, un vélo qui file. La place des Vosges reprit sa vie ordinaire. Mais quelque part, à l'abri d'un accord et d'un regard, quelque chose avait changé. Un milliardaire épris avait réappris à être vulnérable. Une chanteuse avait trouvé la force d'habiter un monde plus vaste sans trahir sa musique. Une fillette, au prénom croisé, grandit dans un foyer où la mémoire n'était pas un poids, mais une étagère pleine de livres ouverts. Et la chanson, comme un fil ténu, mais solide, continua de passer de bouche en bouche, de café en café, d'oreille en oreille. On la reprit parfois, mal, parfois mieux, parfois on l'ignora. Mais elle avait fait son œuvre la plus importante. Elle avait raccroché des vies à la possibilité du futur. Un soir, quand la lumière tomba encore, on put voir, sous l'éclairage doré, Alexandre et Amélie s'éloigner côte à côte, la petite dans les bras, la guitare sous le bras d'Amélie, la certitude apaisée que certaines rencontres arrivent au moment où l'on peut en faire quelque chose de vrai. Si cette histoire vous a touché, dites dans les commentaires quel moment vous a le plus ému et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la musique peut parfois ouvrir ce qui semblait fermé.